Bonjour Fabien. Bonjour Baptiste. Et bonjour à tous les auditeurs. On lance aujourd'hui une nouvelle émission à Canal Pourpre et merci pour l'invitation. Donc en partenariat avec la Colline aux Livres, on a décidé de s'amuser un petit peu. Et il se trouve que notre métier, c'est de sélectionner des ouvrages pour les gens qui viennent nous voir. Donc vous arrivez généralement avec une idée, une envie, un mot. Et tout notre travail de libraire, c'est de choisir parmi les 25 000 livres qu'on a dans la boutique, choisir le livre qui correspond à vos attentes. Et parce que les sciences humaines nous intéressent, on avait très envie de s'amuser un petit peu à ce jeu-là et puis de vous montrer quel était l'exercice pour nous. Donc on démarre cette nouvelle émission qui s'appelle « Pourquoi ce livre ?». L'idée, c'est que Canal Pourpre nous transmet un thème, un mot. À nous après de nous amuser sur cette thématique-là. Et quelques jours après, on viendra, comme on le fait là, vous présenter l'ouvrage qui nous semble le plus pertinent par rapport à ce mot. Le premier mot, qui est le plus important évidemment, le premier mot, eh ben, c'est celui de transition. Donc avec ce seul mot, sans plus d'informations, de la part de Canal Pourpre, on a donc décidé chacun de choisir un ouvrage qu'on va vous présenter. On va vous expliquer pourquoi on l'a choisi, pourquoi on l'a aimé, pourquoi on vous le proposerait si vous venez dans la librairie avec juste ce mot de transition. On espère qu'on ne va pas être trop ennuyeux. On a envie de s'amuser tous les deux. On a évidemment nos sensibilités particulières. Et justement, alors, première question, Fabien, puis moi, pourquoi ce livre ? Alors, transition, c'était le thème. On a tout de suite pensé, tous les deux, je crois, à la transition écologique, qui est la première idée qui nous est venue. Moi, j'ai choisi Sans transition, de Jean-Baptiste Frézos, une nouvelle histoire de l'énergie, c'est le sous-titre, qui est sorti en janvier et qui, pour moi, me permettait vraiment d'évoquer toutes les questions qui nous viennent quand on parle de transition écologique. C'est la référence que je vous aurais proposée en boutique si vous étiez venu me voir avec ce mot. Et pour ma part, j'ai choisi un livre qui est aussi sur la transition écologique, mais par un prisme un peu différent. Il se trouve qu'il y a un mois, j'ai cassé mon téléphone portable. Depuis, il existe toujours, mais toutes les 3 minutes, il s'éteint. Et je me suis aperçu du temps gagné à arrêter de scroller, de regarder des vidéos sur Facebook ou YouTube, désolé Canal Pourpre, et je me suis dit qu'il y avait peut-être un problème, une problématique avec le numérique et cet ordinateur, micro-ordinateur qu'on a toujours dans la poche. Et il se trouve qu'en plus, c'est une réalité en termes de questions de transmission, de transition écologique. Et donc voilà pourquoi j'ai choisi La sobriété numérique par Hélène Petit dans une petite collection dont on va vous parler sous peu. Il y a quelque chose qu'on aime beaucoup en tant que libraire, c'est ce qu'il y a autour du livre. Et en l'occurrence, on aime beaucoup les collections, on aime beaucoup les éditions, on aime beaucoup les auteurs. Et généralement, quand on choisit un ouvrage, c'est par rapport à ces éléments-là aussi, parce qu'on connaît leur ligne éditoriale. Mon cher Fabien, c'est quoi l'éditeur ? Alors, mon livre a été publié au Seuil, mais il fait partie de la collection Anthropocène, nouvellement appelée Écocène. Et c'est très important quand on parle de ce livre-là de parler de la collection parce que Anthropocène, c'est la collection de référence qui va discuter les problématiques écologiques du moment. Elle a été créée en 2013, donc avant les accords de Paris, avant tout cet éveil citoyen qu'on a eu autour de la question écologique, par Christophe Bonneuil et par Jean-Baptiste Frézos qui a co-publié avec Christophe Bonneuil, l'éditeur de la collection, le premier livre de la collection Anthropocène qui s'appelait L'événement Anthropocène. C'était il y a 10 ans. Pour l'anniversaire de la 11e année, ils ont décidé de changer de nom, parce que l'Anthropocène, c'est discuté, alors c'est quelque chose qui scientifiquement n'est pas encore prouvé ou avéré ou choisi comme une valeur sûre, mais l'Anthropocène, c'est une période de la planète Terre qui serait caractérisée par une activité de l'homme qui serait le principal facteur décidant de notre vie géologique, etc. Ils ont décidé, pour la 11e année, de renommer cette collection Écocène et de renouer avec Jean-Baptiste Frézos, puisqu'il sort le premier livre que j'ai dans les mains de cette nouvelle appellation de la collection pour Écocène, qui serait quelque chose de beaucoup plus optimiste, une ère où on chercherait, où l'humanité chercherait à concilier notre vie d'homme avec la préservation de la nature. Donc Jean-Baptiste Frézos,
qui a sorti le premier livre de la collection et qui revient pour sortir le premier livre sous la nouvelle appellation, c'est le père fondateur voilà, de cette collection-là. Et ça me paraissait très important d'en parler. Oh, moi, c'est vachement plus simple. Pardon, moi, je vous présente. Donc, la collection. Alors, l'éditeur, c'est Une Mère. Une Mère, vous le connaissez pour ses livres sur le jardinage, ses guides des champignons et quelques petites choses autour de la nature. Donc, c'est vraiment un spécialiste de la nature, très sérieux. Et il se trouve qu'il a lancé une collection il y a quelques temps maintenant, ça va faire peut-être 2-3 ans. Tu es plus expert que moi là-dessus, dans ces eaux-là, qui s'appelle Résilience. Le principe étant de faire des petits livres concis, efficaces, autour de la problématique de la résilience, donc quelque part de la sobriété. C'est aujourd'hui comment peut-on ralentir, comment peut-on consommer plus local, comment peut-on faire en sorte justement de faire cette fameuse transition écologique via des petits gestes du quotidien. Ils ont fait des succès absolument incroyables dans la collection, à savoir comment fabriquer vous-même vos pinceaux et matériels de peinture, comment faire de la poterie, comment développer votre propre énergie. J'en oublie sans doute 1 million, parce que ça commence à être une très grande collection, très large et très identifiée. En gros, le principe, c'est vraiment la recherche de l'autonomie, tout en étant en lien avec notre monde et son quotidien. Hein. Mais voilà, l'idée, c'est qu'à terme, si vous avez toute la collection, si demain il y a un hiver nucléaire, vous pourrez survivre, car vous saurez faire vous-même votre pain. Et moi, j'aime beaucoup cette logique-là, qui est vraiment ce retour aux valeurs premières et surtout à la récupération d'un savoir. Souvent, alors je suis un grand défaitiste, hein, mais souvent je me pose la question de qu'est-ce qui se passe si demain il y a un hiver nucléaire et qu'on doit tout réapprendre. Bah putain, moi je sais pas réinventer Internet, je ne sais pas réinventer l'électricité à l'exception de planter 2 fils dans une patate. Un feu, je pense même que je mettrais quelques heures pour. Et de me dire qu'à proximité, sur un support papier qui va survivre à l'univers nucléaire contrairement à nos ordinateurs portables, ben, ma foi, d'avoir tout ce savoir-là pour savoir comment on fait du pain, mais avant ça, comment on plante le blé pour... Et toutes les étapes qui vont avec. Moi qui ai lu avec beaucoup de tendresse Maleville ou Ravage de Barjavel ou Maleville de Robert Merle, et ben ma foi, c'est des questions que je me pose souvent. Donc cette petite collection Résilience, en plus d'être en dur et un joli petit livre, ma foi, c'est pour ça que je l'ai choisi. Mais rentrons dans le vif du sujet. 3e catégorie. Ah, qu'est-ce qu'il raconte finalement ce livre ? Et pourquoi je l'ai choisi au final il faut savoir que Jean-Baptiste Frézos, il est historien. La collection Anthropocène dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure se veut très scientifique. La plupart des auteurs qui sont dedans sont des scientifiques. Jean-Baptiste Frézos est historien, chercheur pour le CNRS. Et il est historien des sciences, des technologies et de l'énergie. Et en fait, dans cet ouvrage-là, tout le sens de son propos, si je devais le résumer, c'est que la transition écologique, ou en tout cas énergétique, puisque c'est son domaine de compétence, est une invention, qu'elle ne peut pas exister, qu'elle n'a jamais existé, il est historien donc il va nous présenter ça, et que c'est un terme qui permet à nos politiques, à un certain nombre de lobbies, de présenter sous un jour très très optimiste ce qui nous attend. Pour ça, il va partager son propos en plusieurs parties. La première partie, c'est tout simplement la transition énergétique, contrairement à ce qu'on nous apprend beaucoup et ce qui est très admis par tous nos hommes politiques, nos scientifiques et nos industriels. La transition énergétique n'a jamais eu lieu. Il n'y a pas eu, selon lui, de transition entre le charbon pendant l'ère industrielle, puis le pétrole, et donc la suite qui serait une transition avec une énergie soit renouvelable, soit nucléaire. À chaque fois, ça a été un cumul, c'est tout le propos de la première partie de son ouvrage, ça a été un cumul entre les anciennes énergies et les nouveautés qui étaient présentées comme un remplacement. Par exemple, il va nous donner un exemple très concret, l'Angleterre en pleine révolution industrielle, donc l'ère du charbon, qu'on apprend en histoire comme étant l'ère de la machine à vapeur, etc., n'a jamais autant consommé de bois, qui était l'énergie avant, que pendant cette ère soi-disant du charbon. Et en fait, il va présenter, chiffre à l'appui, hein, c'est extrêmement chiffré, c'est extrêmement, c'est une approche de chercheurs au CNRS, que chacune des remplacements énergétiques qui ont eu lieu ces 200 dernières années était en fait un cumul et qu'il n'y a pas eu de transition. On consomme plus de charbon en 2000, alors ces chiffres datent de 2019, on consomme beaucoup plus de charbon à l'échelle mondiale en 2019 qu'on ne l'a jamais fait en plus de 200 ans.
Donc non, on n'est pas dans une ère du pétrole, on est dans une ère où le bois, le charbon, le pétrole, puis les énergies renouvelables se cumulent pour atteindre des montants jamais atteints en termes de consommation. Donc tu as perdu, il n'y a pas de transition. Donc ton livre, il est hors sujet. Eh bien si. Après avoir dit qu'il n'y avait pas de transition, il va nous expliquer, et c'est là où c'est assez intéressant pour le sujet, merci Baptiste, il va nous expliquer d'où vient ce terme qu'on entend partout, qui est admis par tous, de transition énergétique. Il va nous faire un cours d'histoire sur la naissance du terme, son apparition juste après le projet Manhattan et la création de la bombe atomique, par ces scientifiques qui, après avoir créé une arme destructrice, se disent « Oulala, qu'est-ce qu'on vient de faire ?» Ils sont plutôt à gauche et ils nous disent « Ah, en fait, on n'a pas créé seulement une arme, on a créé l'énergie de demain. Quand on n'aura plus de charbon, plus de pétrole, plus d'énergie fossile, on va pouvoir, grâce à notre invention, qui a été une arme, mais grâce à notre invention, on va pouvoir remplacer tout ça. » Mais à l'époque, et c'est ce qu'il développe, il parle d'une transition qui aurait lieu dans 200, 300, 400 ans. Ce mot-là, transition énergétique, a ensuite été repris par des lobbies de grandes entreprises, par les lobbies, ça vient des États-Unis, avant d'être repris d'ailleurs par le GIEC. Il nous parle beaucoup du GIEC, puisque le mot transition écologique arrive dans les rapports du GIEC dans les années 2000. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'en fait, cette transition qui n'a jamais eu lieu, qui a été inventée pour légitimer une invention, va devenir la porte de sortie évidente. On va nous demander de transitionner toutes nos industries à l'horizon de 2050 pour décarboner un maximum, alors qu'on n'en est pas capable, puisque s'il prend l'exemple à un moment de la voiture électrique, qui est un sujet assez du moment, il nous dit on nous demande en 2030 de remplacer toutes nos voitures au pétrole par des voitures électriques, alors qu'on utilise énormément d'énergie fossile pour construire ces voitures électriques. Donc oui, le carburant, au final, est renouvelable, c'est de l'électricité qu'on peut produire de manière verte. Mais construire des voitures, de base, est complètement dépendant d'énergie fossile pour produire de l'acier qui demande du charbon, qui demande du bois, pour produire les batteries, etc. Tout ça pour nous dire que ce concept de transition écologique, et c'est pour ça que j'ai choisi ce livre, est un espèce de leurre optimiste qui nous empêche, et c'est la conclusion de son livre, qui nous empêche de produire des solutions, et c'est là où on va pouvoir parler du tien, qu'on pourrait mettre en place maintenant, qui serait plus simple, enfin qui serait simple à mettre en place, de sobriété en fait. Moins on consomme, mieux on peut s'en sortir. Et cette transition énergétique qu'on nous vend comme étant la solution nous empêche de mettre en place ce que propose toute la collection Résilience à grande échelle. Merci pour la transition. Et évidemment, moi je vais aborder évidemment cette question de la sobriété. Il se trouve qu'à l'origine, quand j'ai commencé le livre, j'étais convaincu, mais vraiment convaincu que ça serait excessivement à charge sur le numérique, le téléphone portable. Bref, qu'on nous dise tout de suite qu'il fallait balancer son téléphone portable. Ce en quoi je suis assez d'accord. Définitivement, je trouve que c'est une catastrophe, tant dans le lien avec les autres. Bref, c'est pas le sujet du tout. Mais je pensais qu'on allait avoir des chapitres sur les minerais qu'on va chercher au Congo, avec des mineurs qui vont dans des tunnels d'une manière catastrophique. Je pensais qu'on allait aborder la question de la capacité à recycler tous ces appareils, de l'obsolescence programmée. Bref, toute la catastrophe qui est en lien avec le numérique, justement sur une question de transition écologique. Et pas du tout, l'autrice fait vraiment preuve de beaucoup de pédagogie. Et elle-même est fille et sœur d'informaticiens, elle-même vit et consomme beaucoup de numérique, ou plutôt, elle consommait beaucoup de numérique, et va nous donner des solutions pratiques sur nos propres habitudes de consommateurs. Elle explique par exemple l'exemple des plateformes de streaming, où elle-même elle va consommer beaucoup, quels sont les moyens qu'on a à notre disposition pour limiter notre propre consommation bête et violente de séries télé, comment limiter certaines applications sur nos téléphones. En gros, l'idée c'est de dire, sur votre téléphone, la prenez dans votre poche, vous allez avoir 4-5 pages d'applications. Sa logique, c'est de dire, attendez, les applications, ça consomme énormément, les avoir branchées en permanence, c'est une catastrophe. Elle-même va en consommer ponctuellement, mais régulièrement les
les retirer de son téléphone pour mieux les télécharger quelques temps plus tard. Mais en gros, vous n'avez pas besoin en permanence d'avoir 25 applications allumées sur votre téléphone. Et tout ça est terriblement énergivore. Tu apprends à l'intérieur que typiquement le numérique, c'est 10% de la consommation de l'énergie dans le monde. 10%. Ce qui est quand même quelque chose d'effrayant. Rien que pour avoir votre téléphone dans la poche, et évidemment, il y a d'autres logiques dedans sur l'énergie. Mais attention, vous consommez énormément d'électricité. Et dans les faits, toutes les stats dont elle peut parler sur notre propre pratique de l'écran, combien de temps on y passe, en moyenne, c'est absolument effrayant. Et donc, c'est plein de petites méthodes pour vous dire, attention, ok, on n'est pas des amiches. Concrètement, ce n'est pas l'idée de retourner à zéro. Le téléphone, c'est quand même bien pratique par certains aspects. Je prends le téléphone parce que c'est vraiment son exemple et qu'aujourd'hui, en fait, le téléphone, c'est un ordinateur que vous avez dans la poche. Rappelons-nous qu'à l'origine, c'est quand même un téléphone. Ça sert à appeler et envoyer des textos. Et donc, en gros, voilà, c'est comment je peux mettre en place des espèces de petites alertes pour que je consomme un petit peu moins mon téléphone. Ce qui me rend, qui est évidemment un aspect extrêmement positif d'un point de vue psychologique, mais qui a aussi un aspect extrêmement positif en termes d'énergie et de consommation d'énergie. En gros, vous n'avez pas besoin de votre mail sur votre téléphone en permanence. Peut-être que vous pouvez désappliquer votre application de mail pour ne l'avoir que sur votre ordinateur portable et donc vraiment libérer des espèces de temps de consommation numérique. En ça, moi, je la trouve extrêmement intéressante. Voilà, il n'y a pas un discours ultra violent, il n'y a pas cette envie de remettre en question l'ensemble du numérique. Il y a juste vous rappeler quelques chiffres, quelques acteurs aussi, parce que finalement, il y a quand même ce discours-là sur les GAFA, sur la problématique d'Apple qui prend 30% de tous les achats et qui est un énorme consommateur de beaucoup de choses. Elle parle beaucoup, par exemple, du local. Est-ce qu'un seul d'entre nous a acheté son téléphone en se disant quel est l'impact de mon téléphone sur l'écologie? Est-ce qu'un seul fabricant aujourd'hui de téléphone te dit en fait, par ce téléphone-là, vous consommerez moins d'énergie, vous êtes sûr qu'il y a du développement durable dedans, qu'il n'y a pas d'obsolescence programmée. Tu n'as pas aujourd'hui un seul opérateur qui te propose ça, un seul fabricant de téléphone. Et vous-même, vous ne choisissez pas votre téléphone pour ça, vous le choisissez pour la couleur. Non, j'exagère. Mais tout ça pour dire que il va falloir une réflexion globale et surtout une consommation moindre de l'ensemble du numérique, que ce soit encore une fois votre téléphone, votre ordinateur ou tout ce qui est en lien directement avec ce fameux numérique. Votre voiture connectée en permanence, elle n'en a pas besoin. Et tout ça, c'est excessivement énergivore. Donc posons-nous juste des petites questions ponctuelles et elle donne concrètement, puisque elle-même c'est sa propre démarche, 2-3 petits éléments du quotidien qui vous permettront à terme de limiter votre consommation d'énergie via le numérique. Et quelque part, commencer vraiment à avoir en plus cette réflexion autour de l'anticapitalisme et donc des énormes GAFA qui sont des très très grands consommateurs d'énergie et ma foi qui sont ravis quand votre téléphone se casse lui-même au bout de 2 ans et vous oblige à en racheter un. Bref, soyez d'autres consommateurs sans pour autant, encore une fois, lâcher complètement le téléphone, mais vous n'avez pas besoin de le regarder toutes les 3 minutes. Et c'est ça les stats. En France, vous regardez toutes les 3 minutes votre téléphone, vous l'allumez, vous consommez de l'énergie toutes les 3 minutes. Enlevez vos notifications, vous pouvez attendre 6 minutes. Allez, dernière petite catégorie pour s'amuser un peu. En quoi il est intéressant? Qu'est-ce que tu en retires, toi, de cet ouvrage? Moi, ce genre d'ouvrage, c'est vraiment ce que j'adore dans mon métier, ce que j'adore dans le fait de proposer tout ça. C'est une voix dissonante. C'est sortir de ce qu'on a toujours entendu. Avant d'ouvrir ce livre, j'ai passé des dimanches, comme tout le monde, comme beaucoup de gens, à discuter dans ma famille de quelle transition énergétique il faudrait, pour qui il faut voter, pour discuter tout ça. Et à aucun moment dans ma famille, ou partout, on nous dit qu'en fait la transition n'existe pas, ou qu'en tout cas c'est une invention de certains pans politiques. Et le travail de libraire, notamment en sciences humaines, permet vraiment d'ouvrir son mode de pensée à plein d'autres voies qu'on verrait pas sur les plateaux télé parce que c'est trop compliqué, pas à la radio, mais qui publient des livres. Et j'adore ça. C'est vraiment pour ça que je fais ce métier, j'adore en parler, j'adore... Je dis pas qu'il faut l'écouter, lui donner le bon Dieu sans confession ou ce genre de choses. Juste avoir tous ces propos, et ben je crois qu'il n'y a que les livres qui permettent de faire ça. Donc c'est pour ça que j'adore ce livre, c'est pour ça que j'adore mon métier. Vous avez, j'adore cette collection pour ça aussi, vous avez tout ça, contre la caméra, qui sont des notes bibliographiques.
des livres. T'as perdu tout le monde. T'as perdu tout le monde avec les notes bibliographiques. Vous avez une centaine de pages d'ouvrages à aller lire, à aller feuilleter, à aller chercher d'occasion ou dans votre librairie du coin pour creuser le propos. Et en fait, c'est vraiment ça, juste ouvrir notre mode de réflexion pour creuser le propos. Donc voilà, moi c'est sur ça que je conclurai. Achetez des livres pour ouvrir votre mode de pensée. C'est vraiment ce pourquoi je fais tout ça. Bah moi, il n'y a pas de notes de bas de page. Par contre, il y a plein d'illustrations et des jolis dessins. Non, en fait, moi, ce qui m'intéresse là-dedans aussi, j'aime bien l'idée que c'est un grand tout. Et la transition, en fait, elle ne va pas être que énergétique, elle ne va pas être que transition écologique. Pour moi, il y a une réflexion globale à avoir sur le système. Ce que j'aime bien, c'est que là, tu vas aller chercher ce livre-là parce que ton gamin t'a dit que tu es un peu trop le nez sur ton portable, parce que tu trouves que tu as une consommation déraisonnée, que tu as passé la nuit complète sur Netflix avec les yeux comme ça, et que tu te dis, tiens, en fait, là, j'aimerais bien un petit peu plus de sobriété énergétique ou numérique. Donc tu vas aller vers ce livre-là juste parce que tu as envie de ça. Et il y a un vrai glissement qui se fait à un moment, et qui est surtout te poser la question de quel type de consommateur tu vas être. Et d'un coup, on n'est plus sur une simple transition écologique, on est sur une transition économique aussi. Que fait-on face aux GAFA? Que fait-on face aux grands groupes économiques? À quel point ils nous ont créé des besoins qui n'étaient pas identifiés, qui n'existaient pas il y a à peine 5 ans, 10 ans, 20 ans, et qu'au fur et à mesure, ils nous en rajoutent. Tout ça dans une logique, encore une fois, d'ultra-consommation d'énergie. Donc moi, j'aime bien ce petit glissement que permet la collection et que permet ce livre-là, qui est dire t'y vas parce que ton téléphone est cassé, que ça te fait chier de remettre 1000 balles pour un nouveau modèle, ou que ton câble est cassé, que tu n'as pas envie de remettre 30 € et de reconsommer du plastique dans un emballage spécifique, mais par contre que derrière, tu vas vraiment te poser la question, en fait, à qui je file mes ronds, quel type de société je veux en termes de consommation. Et est-ce qu'on ne pourrait pas aller vers autre chose, ou tendre vers autre chose en termes de pure consommation? Est-ce que je ne peux pas acheter un téléphone de seconde main? Est-ce que quelque part on ne va pas aller vers des modèles de moins en moins performants? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une 6G, une 7G, une 8G? Est-ce que c'est vraiment ça la priorité? Je pense que c'est un ouvrage qui est extrêmement intéressant pour la lancée de la pensée. En ça, moi je le trouve extrêmement qualitatif, l'ouvrage choisi par toi. Il s'adresse déjà à un connaisseur, à un amateur, quelqu'un qui est déjà extrêmement sensible à la thématique. Ça, demain, tu peux le lire, ça te prend 2 heures et pour autant, tu as déjà des pistes qui te permettront de t'attaquer à cet ouvrage. La conclusion, c'est qu'il faut prendre les deux, c'est ça, quoi. Ouais, je pense que les deux sont bêtes, hein. On est des vilains commerçants. Voilà un petit peu pour la petite présentation sur ce simple mot de transition. On espère que ce format vous plaît, que c'est amusant, que c'est interactif. On espère de chouettes retours. On espère aussi que potentiellement vous nous proposerez des sujets. Nous, on est en demande de thématiques. Alors si vous faites rien, c'est Canal Pourpre qui va nous le dire et petit à petit ils vont aller de plus en plus loin et ça nous terrifie. Ouais. Mais si vous-même vous avez envie de nous proposer des thématiques, on sera ravis de se prêter à ce petit jeu. Merci Fabien. Merci Baptiste. À bientôt. À bientôt.